Il est pas là? Ouais, il est pas le tien. Jean-Pierre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, en avant, en avant, en avant. Forcément, je vais me prendre. Allez, en avant. Poussez derrière! Poussez! Arrête, Noël. Les gars, partez pas trop loin. Arrêtez de subir, avancez! Avancez, futur chef de section de l'armée française! Là, c'est bon, papa. On y va, on y va, on y va! Allez les gars, dernière ligne droite. Allez, 2 relais devant, 2 relais derrière. Allez, allez. Avancez, avancez! Allez, ça coupe. Passez devant. Une petite gamine passe devant, je veux te voir devant. Avancez, restez Lève. Maniez-vous, allez! Votre tir, c'est tout plein! Active ici, couloir est bon, allez. Allez, t'es puissant. Allez, Jean-Pierre. La nuit va tomber bientôt, hein. Allez, à 3. Ouais, Allez, avancez. C'est pas là, bloquez tout le monde. C'est comme ça, allez, avancez, on bloque pas. Noël, Calais entre Brésil et Suriname, la Guyane, le plus grand département français. Situé au cœur de la forêt amazonienne, c'est aussi le plus grand réservoir de biodiversité au monde, un territoire qui regorge d'innombrables richesses. Cette terre, hostile et exigeante, renferme un trésor, l'or. À 7000 km de la métropole, le fameux métal jaune attire la convoitise des voisins brésiliens et surinamiens, sévèrement touchés par la pauvreté. Ils viennent ici y extraire illégalement le précieux métal, transformant la forêt guyanaise en un nouveau Far West. La Guyane est proche de la ligne de l'équateur. Une position géographique favorable qui a motivé la France à installer en Guyane le Centre spatial guyanais, aujourd'hui symbole de l'activité spatiale européenne et haut lieu de la technologie. Pour préserver ses ressources et assurer la sécurité de ce territoire à haute valeur stratégique, la Défense y a installé de nombreux régiments, dont les très réputés légionnaires du 3e REI basé à Kourou et les Marsouins du 9e RIMA à Cayenne. Pour les soldats engagés sur cette terre où seule la nature dicte sa loi, une priorité: apprendre à survivre. Pour cela, les légionnaires ont créé en 1987 le CEFE, Centre d'entraînement en forêt équatoriale. Aujourd'hui, les unités spéciales les plus prestigieuses viennent s'y entraîner, comme les forces spéciales américaines ou britanniques. Sur le fleuve Aprouag, caché au milieu de la jungle, nous arrivons au CEFE, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, créé en 1987. Encadré par les légionnaires du 3e régiment étranger d'infanterie, ce centre propose l'un des stages d'aguerrissement réputés parmi les plus durs au monde. Aujourd'hui, ce sont 80 élèves de Saint-Cyr, l'école des futurs officiers de l'armée de terre, qui vont essayer d'aller jusqu'au bout de ce stage, tant redouté. Ils s'en souviendront durant toute leur carrière. Durant 2 semaines, ces jeunes lieutenants d'une vingtaine d'années vont devoir apprendre à survivre dans la forêt équatoriale, malgré le stress et l'hostilité du milieu. Ce matin, le capitaine Louis, chef de centre, vient remobiliser les élèves. Tout le monde ne sera pas breveté, parce que les résultats individuels, ils sont encore trop faibles. Et les résultats collectifs, bon, c'est encore trop individuel. Donc mettez-vous dans le bain là-dessus. Okay ?
Il y a les résultats individuels, c'est une chose, c'est le brevet. Vous avez des difficultés physiques, c'est comme ça, c'est normal, c'est la première semaine, le corps il s'adapte. La semaine prochaine, ça sera mieux. Mais la partie collective, vous n'avez pas de rattrapage là-dessus. Et vous êtes là surtout pour ça. Parce que ça, c'est l'esprit que plus tard, vous inculquerez à vos sections. La cohésion, l'entraide, l'effort ensemble. Je vous souhaite une bonne journée pour le stage. Bon, à disposition de l'équipe d'instruction. La section, comment, repos. Ah bon, ça me dit. Donc là, piste collective. Ok, 3 groupes. J'ai déjà préparé le matériel. Ok, vous êtes chaud. Donc on va attaquer dans la foulée. C'est simple, il faut quand même réfléchir. Comme j'ai dit hier, le chef de groupe, il tchatche, les autres vous la fermez. Il y a un minimum à réfléchir sur certains obstacles. Comment passer? Les plus forts, les plus faibles et ainsi de suite. Ok? Et après ça se passera bien ou pas du tout. Hein? Allez, c'est parti, vous rassemblez derrière les musettes par groupe. En avant. Les Saint-Cyriens sont encadrés par des légionnaires sélectionnés pour leur expérience de la jungle, mais aussi pour leur pédagogie particulière. Soldats aux aptitudes hors normes, ils maîtrisent la survie en jungle et imposent déjà aux stagiaires un réel respect. Les stagiaires sont divisés en 3 groupes. Un de ces groupes est entraîné par le chef Stéphane, instructeur au centre depuis 4 ans. Là, vous avez tiré. Oh, vous n'avez rien à brûler votre matériel. Je vous avais dit, ici le matériel, ça se dégrade très très vite. Allez-y dans l'eau, rapidement. Allez, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Visiblement, ce matin, les futurs officiers ne sont pas au point. Eh, vous avez rien à foutre. Qu'est-ce que vous faites le soir? Qu'est-ce que vous faites le soir? Ça, c'est inadmissible. Allez-y dans l'eau. C'est qui votre chef de groupe? Allez, allez, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. J'ai rien fait hier soir. Adjoint, dans l'eau. Au centre d'entraînement en jungle équatoriale, chaque erreur se paie cash et en groupe. Lors de ce stage, les Saint-Cyriens vont devoir faire preuve d'esprit de cohésion s'ils veulent réussir les épreuves. Tu peux en premier, 1, 2, 3. Golson, on est parti. C'est vrai que tu fermes la marche. Les journées des stagiaires sont bien remplies. Et c'est entièrement mouillé qu'ils attaquent les activités. Allez, allez, on est parti là. C'est parti pour 20 minutes de marche en pleine jungle. Durant 2 semaines, les corps seront mis à rude épreuve. Pour réussir, les stagiaires devront être prêts mentalement et avoir une forme physique irréprochable. La forêt et les instructeurs ne leur feront pas de cadeaux. Et malgré leur préparation, la difficulté est énorme. Ça fait 2 ans qu'on se prépare à ça et qu'on sait que ça sera comme ça. Mais après, c'est toujours plus difficile que ce qu'on imaginait. On avait dit que ça allait être difficile, mais c'est assez difficile. Et c'est tout le monde qui se met en même temps et ça se passe bien. Le rythme de la marche est soutenu. Lors de chaque déplacement, les élèves portent l'ensemble de leur matériel personnel et l'eau du groupe. Cette eau qui leur sera si précieuse, c'est celle du fleuve, purifiée par des pastilles que chaque militaire reçoit avant de partir sur le terrain. En pleine jungle, tout le monde participe. La force sera le groupe, la faiblesse, le manque d'unité. Bon, ils ne sont pas très chargés parce qu'ils sont que le matériel individuel, le matériel de confort. Donc ils vont être à les gros maxi 20 kg. Après, les soldats qui partent en mission ici en forêt, c'est encore le matériel collectif. Donc tronçonneuse, les différentes cordes, l'explosif, l'essence. Donc là, ils peuvent avoir des sacs qui attendent 35 kg, voire plus. Donc eux c'est déjà lourd parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais on peut avoir un sac beaucoup plus lourd. Donc là, on rejoint une zone d'instruction. C'est à peu près 2 km ici. Donc là, ils vont marcher 20 minutes sous le lion. Allez, 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 allez! Allez les gars! Dès leur arrivée sur le site d'instruction, Stéphane impose aux élèves un exercice spécialement conçu pour éprouver la cohésion du groupe. La redoutée pompe collective. On fait une grande colonne. Ensuite, on va tous s'espacer pour faire la pompe section. C'est parti, faites une grande ligne. Pour qu'un groupe soit efficace, il lui faut un leader. C'est le rôle qu'endosse le chef de section du jour. En plus des exercices du stage, il devra donner des ordres à la section, faire les bons choix et surtout imposer à ses camarades discipline et organisation. Reculez, reculez, reculez. Les autres, il n'y a pas de chapeau. Les vieux, prenez. Enlevez les chapeaux. Enlevez le chapeau de route. Décalez-vous légèrement comme ça, regardez-moi là. Fais gaffe avec tes jambes, mec. Allez, rapidement. Continue, mais décalez. Faut une jambe sur moi. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, une seule. Une seule jambe. Ok, décalez légèrement comme ça pour revenir dans les...
Pour l'instant, gardez tous un pied au sol, là vous fatiguez pas. Allez plus vite, là. Normalement c'est tête-pied, 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 tête-pied. En fait, c'est pour mettre en situation réelle le chef section des jours, Pas le pied dans le creux du dos. pour développer son capacité de commandement. Ça soulève le groupe. Pardon? Ça soulève le groupe de faire. Ah ouais, déjà. Et lui, il se met en situation de stress. Donc ici, c'est un agressement. C'est un agressement, donc on cherche quand même à atteindre le facteur stressant du combat. Allez! Ça, c'est mis en preuve individuelle et collectif. Donc ils n'arrivent pas, et bien après, on va enchaîner avec autre chose. Donc le but, c'est quand même d'affaiblir physiquement et psychiquement, avec tous nos moyens. La forêt et nos petites idées. Essayez de mettre déjà le pied, le creux du pied, le plat du pied dans la nuque. Là. Après, ça va plus vite sur les épaules. En position. Allez, tenez. Mettez bien sur les genoux, mettez bien. Tournez les bras, mettez les. Ok. Plus vers le haut, plus vers le haut. 1, 2, 3, remontez. Allez, remonte! Remonte! Allez, putain! Remettez les pieds, allez, retournez. Allez. Il n'y a pas de bras, Patrick. Posez un genou. Il y en a qui font même pas, Allez, tenez. C'est la merde, on fait ça. Tout le monde le fait saut. Allez, on fait saut rapidement. L'exercice est un échec. Mais c'est le début du stage et la cohésion entre les stagiaires doit se mettre en place. Stéphane recadre les élèves sur l'état d'esprit à avoir. Il y en a qui commencent à craquer. Je vous ai déjà dit, la colère, c'est une émotion inutile, surtout pour vous. Vous serez les futurs chefs section. Donc vous devez avoir la capacité de contrôler cette émotion inutile. La colère, pas besoin. Surtout face à vos soldats. Ok, demi-cercle là-bas. Allez, tous au demi-cercle. Le défi physique est permanent. Mais le but du stage, c'est avant tout d'apprendre des techniques qui serviront plus tard aux militaires sur tous les théâtres d'opération, dans n'importe quel milieu et dans des situations de fatigue et de stress extrêmes. La journée continue par des cours de survie. Silence, je vous présente abri collectif. Les abris que vous voyez ici, c'est des abris semi-permanents. Semi-permanents parce que le matériau vient de la forêt. D'accord? Avant de construire une abri, on choisit d'abord l'emplacement, sec, à proximité de l'eau. Les souches pourries, les feuilles, on enlève pour éviter les installations des insectes indésirables. D'accord? Les insectes qu'on n'a pas invités, tels que les scorpions, les animaux qui sont dangereux. Donc pour ça, on vérifie bien le sol, bien propre. On enlève les souches pourries. La forêt amazonienne est inhospitalière. Impossible d'y survivre sans une maîtrise parfaite de l'environnement. Sur ce terrain de jeu extrême, l'homme doit lutter constamment contre les insectes, les serpents, les araignées, les scorpions et se méfier des plantes vénéneuses. Tous ces éléments sont pris en compte dans la formation. Alors, en forêt, le plus important, c'est couteau coupe-coupe. Avec ça, vous pouvez survivre. Aujourd'hui, les stagiaires vont apprendre à chasser et pêcher à l'aide de pièges ou installer un bivouac, identifier les arbres pour boire lorsqu'il n'y a pas d'eau aux alentours, comment se nourrir des végétaux que fournit la forêt si la chasse et la pêche s'avèrent infructueuses. Très riche en vitamine C. D'accord? Toutes ces informations permettront aux élèves d'éviter l'accident fatal pour leur épreuve de survie qui débutera dans quelques jours. On simule une perte en forêt du groupe ou de la section. On les met dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de carte, un équipement très restreint. Ils ont essentiellement de quoi se protéger des moustiques, gourdes, coupe-coupe et le kit de survie individuel avec de quoi pêcher, de quoi allumer un feu. Et le but, c'est pendant les 3 jours de restituer le maximum de choses qu'ils ont vues aujourd'hui, soit dans les abris, dans les pièges. Et à la fin des 3 jours, donc ils sont évalués par l'instructeur et repartent le lendemain matin en radeau pour rejoindre la civilisation. À 300 km du centre d'entraînement, au bord du fleuve Mana, nous rejoignons une équipe du 9e régiment d'infanterie de marine. Ces spécialistes de la forêt s'apprêtent à partir pour une mission de 3 jours en pleine jungle amazonienne. Le sergent Anthony a préparé cette mission. On va entreprendre une mission
donc de recherche de zones orpaillagées. On l'a appelé la mission Lézard. Donc en fait c'est une patrouille conjointe avec la gendarmerie. La mission Lézard fait partie de l'opération Harpie. Mise en place en 2008, elle a pour but de paralyser les sites d'orpaillage illégaux en Guyane. Ce sont des sites installés en jungle profonde par les garimperos, les chercheurs d'or brésiliens qui viennent tenter leur chance sur le sol français. Chaque mission est minutieusement préparée. Hors de question d'oublier du matériel. Ces hommes devront porter l'eau et la nourriture nécessaires à leur mission. En pleine jungle, il sera impossible de les ravitailler. Ils seront alors livrés à eux-mêmes. Trouver un site d'orpaillage dans cette végétation luxuriante revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Au moyen de pirogues, ces spécialistes remontent les cours fluviaux et se font déposer là où la nature le permet. Le reste de l'investigation se fait inévitablement à pied. La jungle, qui s'étend sur 8 millions d'hectares, offre un terrain de cache-cache idéal aux chercheurs d'or illégaux, mais impossible de ne pas y laisser de traces. Des traces de quad ou tout simplement des traces de pas, des déchets qui peuvent être récents, des trucs assez typiques qu'on peut trouver en général sur les dégrades. Il y a des traces fraîches. La traque des garimperos est un travail de longue haleine. Chaque mission de l'opération Harpie apporte son lot de renseignements et d'informations. Le moindre indice d'activité ou de présence est bon à prendre pour les prochaines patrouilles. Dans leur rôle d'enquêteur, ils tentent de reconstituer les lieux de passage des garimperos pour les débusquer. Pour savoir où chercher, les militaires s'appuient sur les coordonnées GPS de sites d'orpaillage déjà contrôlés. Mais le plus efficace reste le bouche à oreille. Un bon moyen pour surveiller plus facilement les allées et venues des chercheurs d'or illégaux. À chaque fois que je l'ai interrogé, il n'a pas re-signé de renseignements. Il me dit que depuis notre dernier passage du 4 juin, 3 pirogues étaient passées, une est revenue. Potentiellement, ça veut dire qu'il y en avait 2 en amont. Ouais. Est-ce que les 2 font partie de une des 2 qu'on a coulées? Ou est-ce qu'il en reste encore 2 qui sont vraiment quasi, qui sont au bout? C'est quoi comme type de pirogue? Si c'est des petites cocalues comme lui il avait par exemple, ça se faufile partout. Ouais. Nous on peut plus. Nous, on peut pas. Tout ce qui peut donner du renseignement est intéressant et bon à prendre. Après ils sont plus ou moins bavards, en fonction justement de la connivence qu'ils peuvent avoir entre le milieu légal et illégal. Les gros fleuves comme on prend la Mana sont étroitement surveillés par les garimperos. Leur GPS indique les coordonnées de nouveaux sites à inspecter. Habitués à vivre en forêt, les orpailleurs ont souvent un temps d'avance sur les militaires grâce aux sonnettes qui guettent leur passage pour alerter le reste des garimperos. Le principe de la sonnette est le même que celui dans une cité où le guetteur va annoncer une descente de police. Là, la sonnette annonce qu'une patrouille de gendarmerie et de militaires est en direction, remonte le fleuve et dans le doute, soit ils ont d'autres sonnettes à l'entrée de chaque crique, vraiment importantes là-haut également, qui veut dire vraiment les gendarmes rentrent dans cette crique, ils vont tout démonter et essayer de sauver le maximum. Soit dans le doute, ils ne savent pas vraiment où on est, mais par peur, ils vont là aussi démonter et essayer de sauver un maximum de choses. C'est le jeu du chat à la souris. Le groupe continue ses recherches et tombe sur une piste qui attire son attention. Là, quand il y a 2 rondins comme ça en parallèle, il y a une possibilité qu'il y ait des quads qui passent. Bon, peu de chance, mais des quads passent. Ils sont capables de tout. D'accord, donc là... surtout aussi, là, on a repéré là, des traces de quad et un peu plus avant aussi. Donc on va voir si on trouve quelque chose. Le quad, c'est le véhicule tout-terrain préféré des orpailleurs illégaux, capable de se faufiler partout dans la nature. Mais un quad coûte cher. Alors quand les militaires mettent la main sur un de ces engins, ils savent qu'ils portent un coup dur aux garimperos. Le groupe suit la piste et s'enfonce péniblement dans la jungle. Elle semble mener l'équipe sur une exploitation illégale. Tapis dans les herbes, à quelques dizaines de mètres du lieu, les soldats se préparent à pénétrer sur le site. Maintenant, prudence et discrétion seront de mise. Obtenir un flagrant délit est très rare. Le groupe d'intervention est concentré. Là, on a eu la confirmation qu'il y a eu des personnels au niveau du site. Donc là, on ne faut pas les effrayer, on avance discrètement. On est là bord d'air, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir les attraper et qu'on puisse vérifier leur identité, etc. Normalement, ce sera des garimperos ici, c'est pas légal ici.
Quelqu'un? Je pense plutôt qu'il y avait une petite sonnette bien avant qui a dû prévenir. Parce que là-bas, on a vu un petit endroit avec de l'eau, paquet de cigarettes, tout ça. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui devait attendre là-bas pour alerter si on arrivait. Les habitants de la maison sont déjà partis. Certainement prévenus par une sonnette, les travailleurs du site se sont évanouis dans la jungle. Impossible de les retrouver dans une forêt aussi dense. Les militaires et les gendarmes procèdent alors à la fouille du site. De la nourriture et des vêtements. Ils vont inspecter minutieusement chaque coin du campement à la recherche d'indices. Deux filles. Il y avait des traces de pas de hier ou aujourd'hui au plus tard. Parce que la boue était encore molle et l'eau était encore opaque. Quand la personne est passée depuis longtemps, l'eau a le temps de se reposer et elle redevient claire. Là, elle est encore boueuse. Donc ça veut dire que c'est de hier ou de ce matin. Des indices qui portent à croire que le site est bien exploité. On cherche les individus qui pourraient loger normalement dans l'habitat qu'on a trouvé là-bas. Parce que c'est quand même aberrant qu'il n'y ait personne. C'est pas normal. Normalement, si c'était un site légal, il devrait y avoir un directeur, il devrait y avoir du personnel employé, il devrait y avoir du monde sur place. La différence entre une exploitation légale ou un site sauvage est infime. Les gendarmes appellent la préfecture pour vérifier si le site est enregistré. Oui, allô? Oui. D'accord, ok, ça marche. Ah, mais... Ça va? Merci, merci. On peut remballer, c'est légal. C'était quand même pas là pour nous accueillir. Non, bah après, c'est récurrent et pareil Quand les sites végètent depuis longtemps, parce que ça fait longtemps en fait qu'il attend un accord pour étendre, tout son matériel est HS, ça se trouve, c'est à l'abandon. Finalement, l'exploitation est répertoriée dans les registres de la préfecture. Mais le groupe reste quand même sur ses gardes. Il y a beaucoup de nourriture et apparemment il ne serait que 2 à vivre ici. Et pour 2 personnes, pareil, c'est énorme. Donc soit il aide une partie des illégaux à survivre, soit c'est une grosse quantité de nourriture pour seulement 2 personnes. On a des soupçons effectivement qui travailleraient avec des orpailleurs peut-être illégaux, mais dans le doute pour l'instant on va repartir et on attendra d'autres missions peut-être pour revenir, soit pour le récupérer en flagrant délit, soit effectivement s'il fait d'autres choses, si on le retrouve sur d'autres sites par exemple. Voilà. Déçu, mais pas abattu, l'équipe sait qu'elle devra revenir. En Guyane, les militaires peuvent passer plus de 200 jours en forêt, car au jeu du chat et de la souris, la patience vient à bout de tout. Pour cette nuit, l'équipe installe son bivouac. Les recherches reprendront dès l'aube. Retour au centre d'entraînement en jungle pour le 10e jour de stage. La journée d'hier, elle a été plutôt tranquille. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, c'est les enfers qui vont se déchaîner pour vous. Donc ce matin, vous savez ce qui vous attend. Vous savez ce qu'on attend de vous, surtout. Donc on ne veut pas voir les erreurs qui ont été faites les jours précédents par les autres sections. On en a parlé le matin en couleur, vos chefs de section ils vont vous débriefer. Vous savez ce qu'on attend de vous. On attend le meilleur. Ce matin, les élèves officiers vont se confronter à l'une des épreuves les plus redoutées du stage, la piste collective. En plein cœur de la jungle, dans la boue ou dans l'eau, ils vont devoir franchir une série d'obstacles. Particulièrement éprouvante, l'épreuve va durer toute la matinée. Vous n'avez pas de questions? Je démarre le chrono. Pour ça, vous avez 30 minutes. Si vous n'arrivez pas à franchir la coupure en 30 minutes, vous avez 15 minutes de pénalité. Malgré la fatigue, la chaleur, le stress, les stagiaires doivent observer, analyser et surtout apprendre à travailler en groupe pour réussir l'épreuve. Qu'est-ce qu'ils font là?
difficulté ici, c'est d'une qu'ils sont mouillés, chargés avec la musette et l'arme, que les plots sont hauts, donc c'est un peu impressionnant. Et en plus, ils sont espacés de façon inégale et de taille inégale. Donc ça ne facilite pas l'équilibre. C'est ça qui leur cause des problèmes, parce qu'en réalité, ils savent le faire, cet obstacle. Dans une section, tout le monde n'est pas un soldat d'élite, mais chacun peut apporter un savoir-faire qui fera avancer le groupe. Apprendre à se connaître, c'est aussi un des enseignements de ce stage. Chaque obstacle est chronométré, et pour corser le tout, la marée monte. C'est une belle épreuve, hein. Ça met en esprit, en jeu l'esprit du groupe. Et en même temps, on peut développer la capacité de commandement et la cohésion aussi. Donc, ils se débrouillent pas mal. Les futurs officiers font face à un obstacle particulièrement difficile. Un mur de 3 mètres de hauteur. Impossible de sauter ou de faire la courte échelle. Pour les aider, 3 sangles et 4 mousquetons. Mettez son échec. En haut, ne touchez pas la sangle en haut. Mets ton pied sur mon épaule gauche. Et oui, mais pas. Moi, les tchatchs là-bas. Vous réussissez un état d'esprit, si vous ne croyez pas, vous n'arrivez pas. Les instructeurs maintiennent la pression. Ici, on ne connaît pas l'échec. Éprouvés physiquement, les élèves ne doivent jamais baisser les bras. Et dans ce cas-là, c'est le mental qui prend le relais. Attendez pas, poussez. Allez, accroche. Fais une traction. Par la tresse. Tu sais faire les tractions. Allez, poussez, on va pousser. Tire-la. Accroche-toi. Elle va lâcher. Attention en bas. Attention en bas maintenant. Attention en bas. Écartez-vous en bas. Allez, tire sur les bras. Allez, Elle a pas la foi. C'est bon. Allez, tu passes. Et il vous reste un peu plus de 5 minutes pour passer l'obstacle. Aïe, échec à l'uno. Ne cherchez pas à comprendre combien de temps vous avez. C'est en avant. Dans l'eau depuis 40 minutes, les élèves risquent l'hypothermie. Épuisés et sous la pression des instructeurs, ils doivent rester lucides car les obstacles demandent autant de force physique que de réflexion. C'est froid, hein? Prenez votre temps. Ah, vous pénalisez l'autre groupe aussi. Ah, ils sont dans l'eau. Oh putain, il fait froid. Allez, montrez-moi le... Ah, c'est froid, hein? Vous restez... Dans ce groupe-là où il y a des forts, des moins forts, on est obligé de se placer là vraiment au niveau du plus faible. Et si, il faut penser l'obstacle, comment est-ce que je vais faire pour que la féminine, elle passe, parce qu'elle n'arrive pas à faire une traction. Donc il faut qu'elle passe en intelligence comme si elle montait une échelle. Et pas comme si elle grimpait une corde. Par un truc, ce n'est pas par un... Allez. Un qui monte là-haut. Les garçons montent en force. Un qui reste en haut, un qui passe de l'autre côté. On saute pas. Faut tout donner. Une des stagiaires n'arrive pas à passer l'obstacle. Le groupe reste solidaire. En opération, personne ne sera abandonné. Tout le monde doit passer coûte que coûte. Pas de bras, pas de chocolat. Les gars, attachez. Si vous montez maintenant, vous réussirez. Allez. Ça dépend de vous. Allez. Ça dépend de vous. Allez. Putain, j'ai plus de temps dans les bras là. Attends, lâche ma jambe. Mets-toi là. Allez, Laurie. Viens là. Et tu cales un appui. Mets ton pied. Cale un appui. Non, la sangle. À droite. À ta gauche. Ici là, mets ton pied là-dedans. Vas-y, viens là. Non, attention. Hop. Attention, Famas. Vous descendez par le filet. Ensuite, vous venez. Question. Allez, on bouge parce que vous avez froid. Allez, on bouge. Finalement, le groupe n'arrivera pas à passer le mur. Chaque obstacle doit être franchi dans un temps imparti. Passé ce délai, les stagiaires reçoivent une pénalité qui sera comptabilisée dans la note finale. Après 5 heures d'exercice harassant, les élèves arrivent épuisés sur la place des couleurs. André Louis ne les lâche pas et procède au rituel de fin d'épreuve. Prenez le bidon. Écoutez. Calez. Maintenant, quand j'ai compté 3, 2, 1, stop, vous inversez le bidon sur vous et criez Selva en même temps. Criez Selva, c'est bon, non, pas Selva. C'est bon?
2, 1, top. Selva, c'est le nom que l'on donne à la jungle en Amérique du Sud. C'est aussi le cri de guerre au centre d'entraînement en forêt équatoriale. À peine l'épreuve finie, Stéphane va remettre les stagiaires sous pression. Ils vont partir en survie. Donc les survies, ça permet d'évoluer tout ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant, voire perfectionner le niveau atteint. Mais avant de partir en survie, on va les désorienter un peu. Donc là, ça va chauffer un peu. Allez, allez, bougez, bougez, bougez. Allez, c'est parti, 40 pompes, trop long les gars. Allez, sortez. L'épreuve de survie dure 3 jours. Et pour les mettre en condition le plus rapidement, les instructeurs vont de nouveau éprouver les stagiaires. L'objectif, partir avec un équipement rudimentaire, le ventre vide et à bout de force. En avant. Dans quelques heures, la section va partir en survie. Là, on prépare l'homme et l'équipement. Donc l'homme, en fait, on va le mettre en situation de difficulté avec beaucoup d'exercices physiques, des temps à respecter très courts. Donc ils vont être pressés par l'instructeur, par les moniteurs, pour être un petit peu déboussolés et être dans l'état d'esprit qu'on pourra avoir quand on se retrouve perdu en pleine forêt, qu'on commence peut-être un peu à paniquer et se dire mince, qu'est-ce que je vais faire pendant 24 heures. Donc ça c'est pour l'état d'esprit. Physiquement, forcément, d'habitude quand on est en mode survie, on est affaibli. C'est ce qu'il y aura suite aux exercices physiques. Et la préparation matérielle, on leur permet d'emporter avec eux un minimum de matériel individuel et collectif. Donc après cette mise en condition, les moniteurs vont fouiller intégralement l'équipement pour vérifier que les stagiaires n'emportent pas quelque chose qui n'est pas autorisé. Parce que comme ils savent qu'il y a une survie, ils s'amusent à cacher dans les doublures des billets de banque ou de la nourriture pour survivre un petit peu plus facilement durant les 3 jours. C'est quelque chose qui est agréable après coup de se dire j'ai survécu 3 jours sans tricher, j'ai pas arrêté de pirogue, j'ai pas acheté du riz, etc. Donc c'est pour soi-même. Et la troisième raison, c'est pour l'exemple. Là, on a des futurs chefs. Ce qu'on dit, c'est que quand on s'assied, les autres se couchent. Donc si le chef il triche, derrière, forcément, ils vont tricher et ils vont cacher des choses à leur chef. Fin de la mise en condition. Couchés dans les pirogues, désorientés, les stagiaires sont emmenés par les instructeurs sur leur zone de campement. La survie peut commencer. Le jour est sur le point de se lever. La mission Lézard reprend. Discrètement, l'équipe plie le bivouac. Là, on est en train de charger les pirogues pour démarrer la mission. Donc, dans un premier temps, un déplacement vers l'objectif repéré. Et après, un contrôle de la zone, voir s'il y a quelque chose ou pas. Il y a des zones qui sont propices à l'orpaillage. En général, ils s'installent à peu près dans les mêmes zones. Donc, on sait à peu près où aller pour les trouver. C'est là toute la difficulté de l'opération. Un jeu du chat et de la souris. À chaque intervention des soldats sur un site, il faut moins de 2 semaines pour que les garimperos se réinstallent. C'est à force d'acharnement que le nombre de sites d'orpaillage illégaux baisse. C'est la raison pour laquelle ce matin, le groupe décide de retourner sur un site visité il y a 2 semaines par les gendarmes. Encore 2 heures de pirogue pour arriver sur place. Alors ici, c'est un site qu'on avait reconnu au préalable. Il y a 10 jours, les gendarmes étaient déjà venus ici. C'était pas la même configuration parce qu'il y avait toute cette partie-là était sous les eaux, différemment parce qu'ici il y avait une digue. Et en fait, toute cette zone-là était une zone de travail. Voilà. Et le petit radeau qu'on voit ici, là, il n'y était pas il y a 10 jours. Donc ça a bougé au moins depuis 10 jours, donc c'est bon pour nous. On va aller voir plus haut s'il y a une zone vie qu'on connaît déjà, qu'on a bien repérée sur la carte et on va aller voir si elle est occupée. Nous sommes en pleine saison des pluies.
l'eau modifie les repères visuels et les chemins empruntés la fois précédente n'existent plus. La jungle est un être vivant dans lequel il est très dur de se repérer. Difficile de marcher par 40 degrés et un taux d'humidité proche de 100%. Progresser au milieu d'une forêt primaire est un véritable calvaire. Les corps fatiguent et ils ne sont toujours pas arrivés sur le site, qui se trouve seulement à 500 mètres devant eux. Au bout d'une heure, le groupe retrouve enfin le lieu du campement. Mais sur place, personne. Comme très souvent, les Garimperos sont prévenus et fuient avant l'arrivée des militaires. Mais l'équipe ne s'arrête pas à ça. Ils vont fouiller le site à la recherche de matériel utilisé par les chercheurs d'or. Les premières trouvailles ne se font pas attendre. 7, 8, 9, 10 kilos. Qu'est-ce que vous avez trouvé? De la nourriture cachée derrière un arbre, comme ils le font souvent au niveau des racines de ce genre d'arbre. Ça crée des petites alcôves où ils cachent. Mais là, il y a personne. Ah bah oui, justement. Ils cachent et après ils s'en vont. Et ils s'en vont pourquoi? Parce qu'ils vous ont entendu arriver? Ah oui, ou à la radio, depuis hier, on a été balancé comme quand on était sur le fleuve. Et donc, ben, ils démontent. Ils enlèvent ce qui a de la valeur pour eux. Ils cachent. Et après, ils s'en vont un peu plus loin. Ça se trouve, ils peuvent nous observer parce que souvent, c'est ce qu'ils font. Et dès qu'on part, ben, ils se réinstallent. Le groupe ne cède pas aussi facilement. Persuadés qu'il reste des caches, ils sont déterminés à fouiller le site de fond en comble. On va partir avec tout. Ils sont obligés de cacher à proximité et les choses les plus grosses un peu plus loin. Donc quand on arrive sur une zone vide, le premier réflexe, non seulement c'est de sécuriser la zone, mais c'est surtout d'aller chercher sur les environs. Et puis là, il faut chercher tout ce qui peut paraître pas naturel. Donc des arbres cachés avec un tas de feuilles, du sable qui est tout frais, des choses comme ça. Et en piquant, en déterrant, en fouillant, on a trouvé déjà la moitié de ce qu'on a trouvé. Donc, voilà. Plus on reste et plus on trouve. Et le temps va donner raison au capitaine Antoine. Quelques minutes plus tard, il découvre un deuxième carbet. Ces structures en bois où vivent les Garimperos. Il y a une cache avec un frigo. Encore un frigo? Ouais, 2 tronçonneuses. Ah oui, ils ont pas très bien caché ce coup-ci. Un matelas. Bon, je vais voir ça. Boris? La cache, je pense qu'on peut la... On va aller chercher du matos là. Il y a d'autres caches qui ont été découvertes. On va essayer de... La cache, je pense qu'elle est un peu loin. Ouais, bon, on va essayer de tout brûler sur place. Ouais, à la limite, la cache, ouais. Le deuxième carbet, peut-être que... En plus, s'il y a tronçonneuse, c'est qu'en général, il y a encore un peu de... Il y en a qui vont continuer à monter là, mais... Les carbets sont organisés comme de vrais petits villages. Les Garimperos amènent en pleine jungle énormément d'objets pour leur confort. Réfrigérateurs, téléviseurs et même des animaux de compagnie. Sur place, tout se paye directement en or. Alimentés en électricité à l'aide de batteries de voitures, ces camps sont ravitaillés presque chaque semaine par des passeurs en pirogue et en quad. C'est des pirates, donc on pense qu'il y a de l'eau au fond. Avec encore un nouveau congélo, pas mal d'affaires au niveau culinaire. Puis là, laisser des pirates, musique et films pour passer le temps. Parce que là-bas il y a la télé. Donc ils s'occupent la nuit aussi en forêt, hein. Le temps est long. Impossible d'emporter tout ce matériel sur les pirogues. Les gendarmes et les militaires vont détruire les saisies directement sur place. Les fouilles continuent. Comme il est presque impossible d'arrêter les travailleurs illégaux, le seul moyen pour les militaires de porter atteinte au réseau criminel qui installe ces camps clandestins, c'est de détruire le matériel qu'ils trouvent.
il est encore bon. Le coût est conséquent et chaque destruction demandera une réorganisation logistique au Garim Perros pour implanter à nouveau un site d'orpaillage illégal. On a découvert une zone vie qui est assez dense au final. On a quand même en tout 6-7 carbets découverts. Donc ça nous indique, on essaie de compter en gros 4-5 Garim Perros par carbet. Donc voilà, ça indique quand même une zone vie assez importante. Donc le bilan est bon. On arrive à conclure au final qu'on est vraiment sur un axe logistique qui est assez important parce que la zone de travail qui est à côté, elle n'est pas exploitée. Et donc s'ils sont là, c'est pour quelque chose. Donc il faut réussir à trouver ce que c'est. Le bilan matériel, il est bon. Sur les hommes, on a décelé personne. Donc quelque part, c'est un petit échec. Maintenant, matériellement, c'est plutôt bon. Et c'est assez grisant au final d'avoir trouvé quelque chose. Parce que voilà, avec la fatigue, avec les plusieurs kilomètres qu'on enchaîne en pirogue, à pied, on est content au final de trouver quelque chose. Donc c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose où on s'amuse, mais c'est quand même assez grisant de trouver quelque chose et on en retire une certaine satisfaction. Et du coup on est motivé pour continuer. Sous la pluie, le groupe quitte le site avec le sentiment d'avoir une fois encore contribué à la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Sur place, ils auront détruit pas loin d'1 tonne de matériel. Un sérieux coup dur porté à ces réseaux criminels. Avant l'action des forces armées, certains sites d'orpaillage pouvaient accueillir jusqu'à 1000 Garim Perros. Aujourd'hui, ces sites ont disparu. Grâce à la multiplication des opérations, le nombre de mines illégales sur le territoire français a baissé de 50%. Mais encore plus de 5000 tonnes d'or échappent au contrôle de l'État. Nous retrouvons les jeunes Saint-Cyriens au réveil pour le premier jour de la survie. La nuit a été dure. Je fais quoi, une démarrage? Ouais, tu fais un mec qui tient. On a réussi à dormir. Réveillé en pleine nuit par le froid, on va tous rallumer des feux et on a pu dormir correctement. Non, et puis on a eu le temps de faire nos carbets avant la nuit, donc on avait tous un abri pour la soirée. Donc ça c'est quand même pas mal pour le moral. La pêche, ça... La pêche, on n'en parle pas. Pas encore. On peut pas se prononcer. Ouais, on va essayer. On a posé des lignes hier, mais elles ont été arrachées par des branches. On a pris un serpent. Ça fait une petite bouchée pour chacun. Il y avait des fruits aussi qu'on a trouvés, des cœurs de palmier. Mais bon, pas pour autant qu'on n'a pas faim ce matin. Pêche, feu, fabrication d'abris. Les élèves officiers mettent enfin en application l'apprentissage qu'on leur a enseigné. Le lendemain de la mise en survie, le campement est déjà bien avancé. Mais après 10 jours d'entraînement, la fatigue se lit sur les visages. Ça a été dur parce qu'on n'est pas dans le bon sens et on n'a pas réussi à faire un plancher droit, du coup on est tombé dans le trou. Vous avez du feu? Ouais, là on a du feu toute la nuit, donc c'était plutôt pas mal déjà. On a du feu, on avait un toit étanche, donc ouais. On avait le toit étanche. Comme ça on n'avait pas les moustiques, on n'avait pas la pluie. C'était déjà plutôt pas mal. Le capitaine vient inspecter le camp. Ils avancent bien parce qu'ils sont arrivés hier soir, hier après-midi en survie. Ils ne sont pas éloignés beaucoup de la rivière, hein, mais ils ont trouvé un lieu qui était sec, à quelques mètres au-dessus de la rivière. Normalement, ils sont tranquilles, on verra bien à marée haute. Je pense qu'ils ont survécu cette nuit, donc c'est bon. Et ils sont attardés pour faire les feux, abris-feux. Et ils ont commencé, je pense, ce matin les abris très tôt. Et ça avance bien parce qu'ils sont dans une zone qui s'y prête bien. Il y a plein de palmiers, il y a des arbres, c'est complètement vierge, donc ça avance vite. Et pour la première journée, il faut vraiment faire beaucoup de travail, notamment l'abattage des arbres, parce qu'ils ont de l'énergie et à la fin de la journée, ils auront faim, ils auront beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de motivation. Il faut que l'essentiel du travail harassant soit fait et qu'ils aient plus qu'à tresser des lianes, etc. Malgré la fatigue et le peu de nourriture, pas le temps de se reposer. En survie, il y a toujours quelque chose à faire. Sur le camp de la 2e section, le 2e jour a déjà commencé. C'est un abri groupe ça? C'est un abri groupe? C'est pas un peu bas? On est isolé de la chaleur, enfin du froid.
C'est pas pour vous isoler du froid, le plancher, c'est pour vous isoler des bestioles. Là, le serpent qui veut monter ou le scorpion, il monte. Hein. Puis il faut que ce soit agréable. Là. Et si on est comme ça, là, c'est pas agréable. Si on est comme ça, c'est agréable. Le capitaine Louis essaye de donner des conseils, mais c'est peine perdue. L'instructeur, il va pas être content là ce soir. Hein. Le catouille, ça va jamais tenir. Vous avez intérêt à faire une bonne nasse. C'est vous qui faites la nasse là? On est plusieurs. Avec ça? Bah, on économise l'aroma parce que dans les marécages, on ne trouve plus beaucoup des gros. Du coup, on le fait. L'aroma, on utilise les feuilles. Puis pour la structure, on utilise. Attention, votre instructeur, il aime beaucoup la pêche. Ouais. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc la nasse, elle a intérêt d'être correcte là. La nasse, c'est un piège pour capturer du poisson. Mais avant de la réaliser correctement, les stagiaires ont encore du travail. On ne demande pas de faire des nasses de 3 mètres de haut, hein, comme celle-ci. On voit la différence. Hein. Ceux-là, ils sont plus fatigués. Ils réagissent pas quand on leur parle. Ils sont tous assis, ils font des petites choses. Ils coupent des lianes, ils boivent, ils nettoient leur armement parce qu'ils n'ont plus la force. Et on n'entend aucun coupe. Ils coupent plus de bois. Ils n'ont plus la force. Ils mettent 2 heures pour couper un tronc d'arbre. Là, on est sur la zone de la survie de la deuxième section. Ça fait déjà un peu plus de 36 heures qu'ils ont été lâchés. Ils ont très peu mangé. Hein. Là, ils mangent très peu. Ils ont chopé 2 poissons, je pense, de cette taille-là, vu la tête. Ils ont ramassé quelques fruits, mais qui ne sont pas comestibles. C'est juste pour montrer à l'instructeur qu'ils ont trouvé des fruits. Et puis, ils dorment mal. Donc, pas de petit déjeuner, de café le matin. Le ventre vide, du travail physique toute la journée. Là, ils sont à bout. Ils ont hâte que ça se termine demain matin, je pense. Survivre en pleine jungle ne s'improvise pas. Encore moins sur un territoire aussi hostile que la Guyane. Pourtant, les élèves devront encore tenir une nuit de plus. Réveil à l'aube pour la dernière étape de survie. Les stagiaires ont eu 3 jours pour construire un radeau de fortune. Lorsqu'il sera mis à l'eau, le radeau ne devra pas couler pour que l'exercice soit validé. Les radeaux tiennent le coup. L'exercice est donc réussi pour la première section. Après 45 minutes de nage, rendez-vous sur le pont de Regina pour une des épreuves phares du stage. Cette épreuve est également redoutée par les stagiaires car elle arrive en fin de stage après la fatigue accumulée et le manque de lucidité. Un saut à plus de 8 mètres de haut. Collègue. Go. Go. Une nouvelle fois, les stagiaires enchaînent les épreuves. Ils partent immédiatement sur la piste d'audace, une série d'obstacles à franchir le plus vite possible. À bout de force, la première section va devoir se dépasser, car cette épreuve individuelle et chronométrée est déterminante pour l'obtention de leur brevet. Et pour ne rien faciliter, ils se mettent à pleuvoir. L'objectif de la piste, c'est de franchir les 17 obstacles sans toucher le sol. Donc les stagiaires, là, c'est la deuxième fois qu'ils vont franchir cette piste-là. Donc c'est le moment de battre leur chrono, et pour ceux qui avaient des échecs, de les surmonter. Elle est très physique. Elle tire beaucoup sur les bras, sur le haut du corps essentiellement, les épaules, les bras. Et elle demande un cœur vraiment musclé parce qu'on n'a aucun repos, il n'y a pas de temps de course ou de repos entre les obstacles. Les obstacles s'enchaînent les uns les autres, ils sont accrochés à des arbres. Donc c'est vraiment une piste très exigeante. D'une part parce que pour le moral, on pense que les cordes vont glisser, alors qu'en fait très peu. Mais il y a certains obstacles sur lesquels effectivement ça va être handicapant, comme le pont de Liane, où il y a beaucoup d'échecs sur cet obstacle. Et quand les cordes sont mouillées, c'est catastrophique et tout le monde glisse et fait échec sur la piste. Dernière épreuve collective pour les stagiaires, l'épreuve du brancardage. Pendant presque 1 heure, ils vont se relayer pour porter à bout de bras un tronc d'arbre sur lequel est ligoté un des élèves qui fait office de blessé. Après 2 semaines de stage et 3 jours de survie, les corps sont exténués. Le ventre vide, ils puisent dans leurs dernières ressources pour réussir cet ultime défi.
Prenez-le en haut, dommage. Allez, gars, allez. Toujours à la fin. Allez, les gars. Allez, suivez l'instructeur. Suivez. Tous ensemble, sous les sifflets des instructeurs, les futurs officiers arrivent enfin sur la place d'armes du centre d'entraînement. Mais l'épreuve n'est pas finie. Ils doivent maintenant hisser le brancard et crier en groupe « Selva », le cri de guerre du centre d'entraînement. Ça manque un peu d'enthousiasme. Levez le brancard. Poussez. Encore. Mettez le droit, quand même. Voilà, tout droit. Ok, silence. Allez, baissez. C'est parti. Un peu mieux, restez le brancard comme ça. Qui a dit de descendre? Chef section. Chef section. Vous avez 10 secondes pour dégager de la place d'armes. Allez, les gars. Éreintés par toutes ces épreuves, les Saint-Cyriens sont parvenus au bout du stage et vont être enfin récompensés par le brevet tant convoité. Fin de journée sur la jungle guyanaise. Les stagiaires ont revêtu leur uniforme. Après 2 semaines d'efforts intensifs dans l'un des centres d'entraînement les plus durs au monde, les élèves reçoivent enfin l'insigne marqué du jaguar tant désiré. La fierté se lit sur les visages. Très bonne expérience sur soi-même et sur le collectif. C'était dur, mais on est arrivé au bout. Ouais, c'est une fois dans une vie. On verra si je reviens ou pas. Très belle expérience. Leur stage d'aguerrissement est terminé. Les stagiaires reviendront peut-être un jour dans la jungle guyanaise pour traquer les orpailleurs ou sécuriser le centre spatial. Mais nul doute que la Guyane aura marqué leur esprit à tout jamais. Depuis sa création, le centre d'entraînement en forêt équatoriale aura formé plus de 40 000 stagiaires. Haute technologie, or et jungle luxuriante, la Guyane reste un cocktail détonnant pour les autorités, à 7000 km de la métropole. Pourtant, cette parcelle d'Europe en Amérique du Sud demeure un atout qui n'a pas de prix.